participe à sa campagne s'il me le demande. Et seulement s'il me le demande. De façon à ce que ce soit bien clair que c'est lui qui arrive et qui va occuper bientôt le bureau que je suis en train de vider. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit état d'esprit là, je suis en train de vider le bureau, je vais raconter une anecdote. Il est toujours en retard, Cormand, j'en ai encore 2 minutes. Hein. Bon, je continue. Je suis en train de tout vider, je ne vais pas marcher la broyeuse, mais parce que je ne suis pas très complotiste, mais tout de même par moment. Et puis, j'ai trouvé quelque chose que je vais laisser à mon successeur. Ce sera le seul document que je vais laisser. Je vais vous reparler de finances, parce que quelquefois, on ne se rend pas compte. Quand je suis arrivé à Metz, il était question de vendre la moitié de l'UM et on voulait le vendre 15%. Okay, et c'est la fameuse cagnotte, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait rapporté 45 millions, qui nous ont permis d'investir, notamment dans la métisse, etc. Et dans le centre Pompidou, la ville de Metz a participé, à côté de la métropole, puisqu'on a fait beaucoup, le travail métropolitain pendant ces 2 mandats. Hein, généreusement. On ne pourra pas continuer indéfiniment, mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été le cas. Et l'UM, à l'époque, était évalué à 300 millions d'euros. Rien, hein? Et 15% de 300 millions d'euros, ça faisait 45 millions de cagnottes. Je me tourne vers les gens qui sont au conseil municipal en ce moment, il y en a plusieurs dans la salle. Eh bien, j'ai fait évaluer la valeur de l'UM maintenant. Je vous donne l'info. 530 millions. 530 millions, 300, 530 millions. C'est-à-dire que les 85% qui nous restent, si je puis dire, après l'usage de la cagnotte, bon usage de la cagnotte, eh bien c'est beaucoup plus que ce que nous avons trouvé en arrière. C'est-à-dire que, pas de complexe, je laisserai cette information-là, elle est fondamentale pour que le maire suivant sache où il arrive et où il met les pieds dans une ville qui a des bases solides. Alors, Xavier Bouvet, je reviens à lui, et en phase avec cette ville qui a rajeuni dans sa tête. Cette ville, elle a rajeuni dans sa tête. Savez-vous quel âge avait Mondon quand il est devenu maire de Metz? 31 ans. Savez-vous quel âge avait Jean-Marie Roche quand il est devenu maire de Metz? 41 ans. Vous avez vu la moyenne entre 41 et 31, c'est 35. Je la vois avec un maire qui arrive dans une ville réveillée, une ville rajeunie, une ville qui se projette vers l'avenir. Cette ville, elle n'a pas besoin qu'on cultive ces vieux complexes de crise, de sidérurgie, des militaires, tout ce que vous voulez. Cette ville, elle est au cœur d'un dispositif de transport qui amène tout ici. 2 corridors européens qui se croisent là et qui font que tout arrive ici à condition que les frontières soient ouvertes. Xavier arrive au bon moment. Il arrive au rendez-vous d'une ville qui a rajeuni, lui-même est jeune, et je vous encourage à faire campagne jusqu'à la dernière minute pour Xavier Bouvet. Accorde à chacun, où qu'il soit, l'ensemble de ce que sa vie nécessite, plutôt que d'aller les chercher ailleurs, plutôt que de se rendre dépendant de déplacements qui sont coûteux en pétrole ou en temps, en agissant pour l'offre de soins, parce que ce sera le grand défi de la décennie qui vient. Et on en a sans doute trop peu parlé dans cette campagne. On en a parlé parce qu'il y a un sujet autour de l'hôpital de l'Ouest, naturellement. Mais en réalité, le défi est bien plus grand que ça. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la crise sanitaire actuelle, mais l'accès aux soins pour nos enfants, pour nos parents et grands-parents, sera sans doute le très grand défi qui nous attend. Et pouvoir soigner la plus noble de toutes les ambitions, soigner l'autre, soigner la ville, cela, il va falloir que l'on se batte solidairement pour cet objectif avec l'ensemble de la métropole, car sur un certain nombre de politiques, et celle-là n'y fait pas exception, trop souvent la commune de Metz avance seule, sous l'effet de la loi. À nous de porter une ambition métropolitaine pour l'action sociale, pour l'action humanitaire, parce que nous ne pourrons pas accueillir de manière digne tous ceux qui souhaitent trouver refuge ici, sans mobiliser l'ensemble du pays messin et l'ensemble des communes de la métropole, et nous ne pourrons pas soigner, nous ne pourrons pas offrir et lutter contre les défis et les menaces qui pèsent sur l'hôpital public sans mobiliser l'ensemble de la métropole et du pays messin. Agir pour nos parents et pour nos grands-parents, c'est également
agir pour le secteur associatif. Occasion d'engagement bénévole, engagement de service, engagement de rencontre à tout âge de la vie. Ce qui m'amène au deuxième point qui constitue le deuxième pilier du projet Unipourmetz, les associations. On est dans ce moment où, on l'a dit, j'en ai touché un mot, où la défiance avec le pouvoir politique est à son comble. Le mouvement des Gilets jaunes en était une illustration. Les associations constituent sans doute un des derniers nœuds de résistance de l'engagement civique. De manière bénévole, de manière gratuite, chacun d'entre nous s'engage dans une association qui peut être un club sportif, qui peut être une association culturelle, qui peut être une action pour une cause sociale ou humanitaire, qui peut être une association professionnelle aussi. En tout cas, on donne du temps, on donne de la fraternité, on se donne des moyens pour agir ensemble au service de quelque chose qui nous dépasse. Voilà quelque chose qui est noble, et voilà quelque chose qui, dans l'effondrement général des grandes institutions, perdure. Quelque chose qui résiste à l'économie de marché. Encore plus. Encore plus. Parce qu'en réalité, et ce sera l'un de nos défis, même ce secteur associatif aujourd'hui, sous l'effet de réglementations européennes et nationales, même ce secteur associatif avance à grands pas vers l'économie de marché, sous l'effet de la commande publique, sous l'effet des appels à projets, qui sont l'outil privilégié de financement des associations par les collectivités. Et je peux le comprendre, et on peut le comprendre, parce que c'est la complexité de ces systèmes-là. Quand je parlais de dépendance de sentier, en voilà une. On s'est engagé sur des voies réglementaires, on s'est engagé sur des voies d'action commune qui conduisent à privilégier les appels à projets, la commande publique pour le financement des associations, par peur de se faire retoquer, par peur d'être attaqué en concurrence déloyale. Et il y a quelque chose de profondément délétère et vicieux dans cette approche-là. C'est qu'une association qui doit rester libre, spontanée, qui doit reposer sur un projet associatif, se retrouve prestataire d'une commande précise de la fonction de la puissance publique. Voilà quelque chose qui, chaque année, à l'occasion de la révision de ces appels à projets, la menace dans son fonctionnement. Et on a ces associations qui deviennent complètement dépendantes de la collectivité, où le projet associatif, c'est-à-dire la sève de l'engagement civique, dépérit au bénéfice de la prestation. Ça, c'est quelque chose de terrible sur lequel il va falloir nous engager et lutter, et ce ne sera pas facile, parce que là, ça peut paraître arrogant, pour le coup, de promettre de grands soirs de ces conventions d'objectifs et de moyens qui reposent sur des financements par appel à projet. En réalité, on a parfaitement conscience de la difficulté de la tâche. Mais autant que possible, et nous construirons avec les associations, aller vers du financement sur du fonctionnement, c'est-à-dire sur la base d'une confiance au projet, sur une confiance qui soit triennale, annuelle, de manière à donner une respiration à cette vitalité associative, parce que plus que jamais nous en avons besoin. Ce n'est pas l'institution qui va sauver, ce ne sont pas les individus atomisés qui vont sauver, ce sera le secteur associatif en matière sociale, en matière environnementale, en matière culturelle, en matière économique. Ce sera le secteur associatif qui, à l'aube de cette nouvelle ère, permettra de reconquérir la vitalité démocratique. À nous d'en trouver les moyens. Bravo, bravo. Confiance, humilité, détermination, exigence, joie, voilà les forces élémentaires qui doivent nous conduire à la victoire. Je vous remercie.